Depuis le départ de Manon avec Nordine pour commencer une nouvelle vie à Montréal, la maison des Delcourt-Beaulieu résonne d'une étrange tranquillité. William, d'habitude si heureux de pouvoir enfin lire son journal en paix avant de partir à l'hôpital, se surprend à guetter le bruit d'une porte qui claque ou d'un rire cristallin. Aurore, quant à elle, tourne en rond dans la cuisine, regardant sans cesse l'écran de son téléphone, comme si un message de Manon allait surgir à tout moment pour dire « Je reviens ». Le matin du 28 juillet 2025 commence pourtant comme une journée ordinaire. Le soleil brille sur Sète, la mer est calme et les ruelles s'animent doucement. Mais dans leur maison, le vide est palpable. Il n'y a pas de bruit de sèche-cheveux, pas de tasse oubliée sur la table du petit déjeuner, pas de sac trop chargé renversé dans le couloir. Manon, leur fille unique, s'est envolée, littéralement et symboliquement. Ce départ, ils l'avaient préparé, soutenu, encouragé. Nordine est un garçon bien, ils l'ont toujours su. Leur couple est solide, leur fille est épanouie, alors pourquoi ce malaise diffus qui leur noue la gorge ? Elle est partie vivre sa vie, répète William, comme pour s'en convaincre. Aurore lui répond d'un sourire, mais ses yeux brillent. Ils s'installent tous deux dans le salon, sur le canapé où Manon venait souvent s'effondrer après ses longues journées au commissariat. « Tu te rends compte ? Elle est vraiment partie », souffle-t-elle. William hoche la tête. Ils avaient rêvé d'un peu de liberté, d'un quotidien plus tranquille. Et pourtant, ils ont le cœur en miettes. Leur mélancolie est brusquement interrompue par un appel de Chloé. Judith, leur nièce, serait menacée. Marianne, sa grand-mère, aurait franchi une ligne rouge pour la protéger. Le ton est grave, la tension palpable. William se lève aussitôt, endosse sa blouse mentale, redevient le médecin rassurant, le pilier de la famille. Aurore, elle, active son mode capitaine. Froideur, efficacité, décision. Mais derrière cette façade de sang-froid, il reste un père et une mère secoués. Avant de partir chacun de leur côté, William pose une main sur l'épaule de sa femme. On tient bon, comme toujours. Elle le regarde, les larmes contenues, et acquiesce. Cette phrase, il se la répète depuis des années, au moment où Manon a failli mourir, lorsqu'elle a décidé de devenir policière, quand elle a traversé ses premières blessures amoureuses. Aujourd'hui encore, il la murmure comme un mantra. La journée passe à toute vitesse. À l'hôpital, William enchaîne les consultations, mais son esprit dérive. Chaque jeune patiente lui rappelle sa fille. À la pause déjeuner, il compose son numéro, hésite à appuyer sur « Appeler ». Il finit par envoyer un simple emoji, un cœur. Aurore, de son côté, est absorbée par l'enquête qui secoue la famille Delcourt. Marianne a trahi l'éthique médicale, Aurore comprend les motivations, mais s'interroge. Jusqu'où peut-on aller pour sauver ceux qu'on aime ? Elle ne peut s'empêcher de penser que, placée dans la même situation, elle aurait peut-être fait pire. Le soir venu, la maison est plongée dans une pénombre douce. Ils se retrouvent à deux, autour d'un plat réchauffé, le silence pesant entre eux. « Tu crois qu'elle mange bien là-bas » demande Aurore. William hausse les épaules. Elle est avec Nordine, il cuisine mieux que moi. Cette tentative d'humour déclenche un éclat de rire, puis des larmes. Les émotions affleurent, loin d'être faibles, ils sont juste parents, traversés par cette douleur sourde de l'absence. Dans la chambre de Manon, tout est resté en l'état. La valise est vide, les murs encore ornés de photos, le bureau parsemé de souvenirs, un badge de police, un petit cadre avec une photo d'eux trois à la plage, un ticket de concert épinglé au mur. Aurore ferme doucement la porte. « Je ne veux pas qu'on y touche », dit-elle. À minuit, William ne dort toujours pas. Il relit une vieille lettre que Manon lui avait écrite à l'adolescence, pleine de fautes, mais débordante d'amour. Il se surprend à sourire à travers ses larmes. Aurore le rejoint, en pyjama, les cheveux en bataille. Elle s'installe dans ses bras. Ils ne parlent pas, ils respirent ensemble. C'est peut-être ça, le secret des couples qui durent. Savoir se taire, mais ne jamais cesser d'être là l'un pour l'autre. Le téléphone vibre. Un message de Manon, une photo d'elle et Nordine devant un petit café, avec la légende « Tout va bien ». Aurore fond en larmes. William la serre plus fort. Ils savent que leur fille va bien, mais ils savent aussi qu'ils doivent apprendre à vivre autrement. Ce soir-là, le silence ne fait plus mal. Il devient le témoin d'un nouvel équilibre à construire. Demain leur appartient aussi. L'hôpital Saint-Clair n'avait jamais été aussi silencieux. Le bâtiment, pourtant constamment traversé par l'urgence et le tumulte de la vie en sursis, semblait s'être figé. Marianne Delcourt, droite dans sa blouse blanche, masque ajusté sur le visage, s'apprêtait à commettre l'impensable. Ce n'était pas une première pour elle de franchir les limites, mais cette fois, la frontière était bien plus nette et bien plus risquée. Judith, sa petite fille, n'était pas seulement une patiente. Elle était le sang, le cœur, le lien charnel avec son passé et son avenir. Et ce qui menaçait Judith n'était pas une maladie qu'on pouvait affronter à coups de scalpel ou d'antibiotiques. C'était plus sournois, invisible. Un ennemi tapi derrière des manipulations numériques, un prédateur dissimulé sous les apparences. Pour Marianne, il n'était plus temps de tergiverser. Elle devait agir,
même si cela voulait dire trahir ce qu'elle avait toujours défendu. Dans une aile déserte de l'hôpital, elle introduisit discrètement une clé USB dans le serveur interne. En quelques secondes, elle modifia un protocole d'accès, falsifia des données cliniques et verrouilla l'identité d'un patient suspecté de harcèlement numérique contre Judith. Un médecin ne falsifie pas. Jamais. Mais une grand-mère qui aime trop peut tout risquer. Une sueur froide coula le long de sa nuque alors qu'un bruit de pas résonnait dans le couloir. Était-ce un collègue, un agent de sécurité, un témoin potentiel? Elle se retourna lentement, le souffle court, personne, le néon au plafond grésillait simplement. Elle reprit sa respiration. Elle était seule, pour le moment. Mais elle n'avait pas remarqué, sur le haut de la porte, la lentille d'une caméra discrète installée dans le cadre d'un projet pilote de sécurisation numérique de l'hôpital. Ce que Marianne venait de faire, mais quelqu'un d'autre l'avait déjà vu, et cette personne n'était pas animée par la compassion. Le lendemain matin, William, arrivé plus tôt que d'habitude, trouve Marianne penchée sur un dossier en salle de réunion. Elle sursaute à son entrée. « Tu vas bien ?» demande-t-il, suspicieux. Elle esquive, juste un peu fatiguée. Il insiste. « Tu es sûre que tu ne caches rien ?» Elle hoche la tête, fuyante. Il connaît trop bien sa mère pour ne pas percevoir l'angoisse derrière le contrôle. Il ne dit rien, mais note intérieurement son malaise. Quelques heures plus tard, alors qu'il consulte ses mails, William découvre un message anonyme. Objet, ce que vous ignorez. En pièce jointe, une capture d'écran du protocole falsifié, avec les initiales MD. Le choc est brutal. Il referme l'ordinateur et reste interdit, le regard fixé dans le vide. Sa propre mère aurait-elle vraiment triché avec le système? Et si cela se savait, l'hôpital pourrait être éclaboussé, Judith exposée, et Marianne détruite. Il sort sans un mot, rejoint Aurore au commissariat. Ensemble, ils discutent des avancées de l'enquête sur les menaces visant Judith. Aurore lui confie que la cybercriminalité prend une ampleur inattendue. Les serveurs de l'hôpital auraient été récemment infiltrés. William détourne les yeux. Il sait, il ne peut pas parler, pas encore, il doit en savoir plus. En fin de journée, il confronte Marianne, elle nie d'abord, puis baisse les yeux. C'était la seule façon de la protéger, murmure-t-elle. William est partagé entre la colère et la tendresse. Elle a agi par amour, un amour aveugle, maladroit, mais sincère. Il ne la condamne pas encore. Il lui demande juste une chose, se préparer aux conséquences. Pendant ce temps, dans l'ombre, un individu masqué, derrière un écran multiple, observe les vidéos de surveillance. Il sourit en visionnant la séquence de Marianne devant le serveur. Il envoie un SMS à un numéro inconnu. Elle a mordu à l'hameçon. Prochaine étape, la forcer à collaborer. Le piège se referme, lentement. De retour chez elle, Marianne s'enferme dans sa salle de bain et laisse couler l'eau chaude à l'extrême, comme pour purifier ses fautes. Elle pense à Judith, à ses premières de boucles blondes, à ses doigts collants de confiture. Elle pense à ses promesses de grand-mère protectrice. Ce soir, ses promesses l'ont conduite à franchir la ligne. Et elle ignore encore combien elle devra en payer le prix. Ce n'est plus seulement une affaire de famille. C'est une bombe à retardement. Ce mercredi 30 juillet 2025 débute par une brise marine douce sur les quais de Sète. Victoire Lazari, le regard caché derrière des lunettes de soleil, savoure son café noir à la terrasse du petit bistrot de la place centrale. Les événements récents, les tensions autour de Judith, les troubles qu'elle perçoit chez Marianne, tout cela la pousse à s'éloigner ne serait-ce qu'une heure de l'hôpital et de ses responsabilités. Mais elle ignore encore que le destin va lui imposer une rencontre inattendue, comme un rappel à un passé qu'elle croyait digérer. Victoire, une voix chaude, un peu surprise, brise le silence. Elle lève les yeux. Fred. Le médecin urgentiste, globe-trotteur invétéré, séducteur, à la barbe soignée et au sourire toujours un peu en coin. Il est là, un peu plus fatigué, un peu plus cabossé, mais le même. Il s'avance vers elle, sans gêne, comme si les années n'avaient jamais vraiment creusé d'écart entre eux. « Fred, tu n'as pas changé », dit-elle dans un souffle, mi-surprise, mi-agacée. Il rit Ardo. « Toi non plus. Toujours cette façon de froncer les sourcils quand tu es mal à l'aise. » Ils s'observent une seconde, le temps semble suspendu. Finalement, elle l'invite à s'asseoir. Ils partagent un moment suspendu dans la complicité retrouvée de deux êtres qui, autrefois, s'étaient aimés. Rapidement, les souvenirs remontent. Cette mission médicale à Dakar, ce baiser volé dans la salle de repos, ce silence entre eux à leur retour. Ils parlent à mi-voix, entre confidences et rires étouffés. L'instant est doux, presque irréel. Victoire sent sa carapace se fissurer. Et dans ce relâchement inattendu, elle oublie de se méfier du regard curieux qui, de l'autre côté de la rue, les observe. Ludo, lui, n'a pas manqué une miette de la scène. Arrivé pour un rendez-vous au bistrot avec sa compagne Elsa, il s'est figé en découvrant Victoire attablée avec Fred. Quelque chose dans leur gestuelle, dans la façon dont ils se parlent, l'interpelle. Il connaît Victoire. Il la sait prudente, difficile à amadouer. Et pourtant là, elle rit. Elle semble bien, trop bien. Plus tard, dans leur appartement, Ludo s'interroge.
Elsa, pourtant charmante et discrète en apparence, l'interrompt brusquement lorsqu'il évoque Fred. « Tu le connais ?» demande-t-il. « Non, jamais entendu parler ?» répond-elle un peu trop vite. Il sent qu'elle ment. Quelque chose cloche. Elsa, en réalité, cache un secret lourd lié à Fred. Avant de connaître Ludo, elle avait été mêlée à un scandale médical dans un pays d'Amérique latine, où Fred avait brièvement travaillé. Il n'est pas seulement un souvenir pour Victoire. Il est une pièce clé d'un passé qu'Elsa pensait enterrer. Ce retour inopiné la terrifie. Pendant ce temps, au commissariat, Aurore reçoit les résultats d'une première analyse. Les serveurs de l'hôpital ont été infiltrés. L'attaque est précise, chirurgicale. Quelqu'un cherchait des données très spécifiques, et notamment des dossiers liés à Judith Delcourt. Les soupçons grandissent, et parmi les employés les plus récemment connectés au serveur la nuit précédente, le nom de Marianne Delcourt apparaît. Aurore pâlit. Ce n'est pas une coïncidence. De retour chez elle, Victoire reçoit un message de Fred. Un dîner pour prolonger la conversation ? Elle hésite. Son instinct lui souffle de dire non. Mais son cœur, lui, brûle d'envie de raviver cette étincelle. Elle répond par un simple « d'accord ». Le soir venu, la lune éclaire doucement la place. Fred et Victoire se retrouvent dans un petit restaurant discret, à l'écart. Ils rient, évoquent leurs aventures, se perdent dans les souvenirs. Puis Fred se fait plus grave. « Tu sais, je ne suis pas seulement là pour le hasard, on m'a envoyé ici. Quelque chose de sérieux. » Victoire se fige. « Tu travailles sur quoi ?» Il détourne le regard. Officiellement, je suis là pour une conférence. Officieusement, il y a eu des fuites de données médicales dans plusieurs hôpitaux européens. Et 7 est sur la liste. Le lien avec Marianne est évident. Victoire comprend que Fred ne débarque pas seulement dans sa vie. Il en fait partie à nouveau, inextricablement. Pendant ce temps, dans l'obscurité de son bureau, Ludo fouille discrètement dans les affaires d'Elsa. Il y trouve un passeport avec un autre nom, une photo la montrant au bras de Fred dans un décor tropical. Il sent le sol se dérober sous ses pieds. Il ne sait plus qui croire. Mais il sait une chose, Seth est une poudrière. Et tous les liens sont plus tordus qu'ils ne le paraissent. Le passé n'est pas mort. Il revient toujours, déguisé en visiteur charmant. Jeudi 31 juillet 2025. L'air est moite à Seth. Une chaleur étrange, presque menaçante, plane sur la ville. Alex Delcourt, Chloé et Pierre Dalvin se retrouvent dans le cabanon du Mas ostréicole, là où, depuis toujours, les grandes décisions de la famille se prennent loin des regards. Depuis plusieurs jours, les menaces sur Judith se font plus précises, plus sournoises. Et maintenant que Marianne est compromise, une seule idée s'impose à tous, agir eux-mêmes. Pierre, professeur de biologie et ancien chercheur, s'est lancé dans des investigations en marge de la légalité. Il a découvert que les données médicales de Judith ont été copiées depuis un terminal appartenant à un réseau clandestin dissimulé dans les anciens locaux de Biogénis, une start-up pharmaceutique en faillite. Ces bâtiments, officiellement désaffectés, seraient en réalité le point de chute d'un groupe de cybercriminels. Parmi eux, Kevin Offer, un nom qui revient sans cesse dans les fichiers cryptés. Chloé, d'ordinaire si prudente, surprend tout le monde. On n'a pas le choix, on doit entrer là-bas, trouver ce qu'ils cachent avant que tout explose. Alex, dubitatif, finit par céder. Pierre a tout prévu. Itinéraire, équipement, tenue sombre. Le trio s'organise comme dans un vieux film d'espionnage, entre tension et nervosité contenue. À la nuit tombée, ils se garent à quelques rues du bâtiment visé. L'ancien laboratoire est sinistre. Murs tagués, vitres brisées, portails scellés. Mais Pierre connaît un passage discret, derrière un grillage rouillé. Il s'y engouffre, rampe dans un tunnel d'aération. Le bruit de leur respiration est assourdissant dans le silence total. Chaque pas les rapproche de la vérité et du danger. Dans l'enceinte du laboratoire, les couloirs sont vides, mais alimentés en électricité. Des LED rouges clignotant sur des baies de serveurs toujours actifs. Chloé enregistre tout avec son téléphone. Pierre connecte un disque dur sur le terminal principal. Téléchargement en cours, affiche l'écran, soudain, un bruit. Un couinement métallique. Quelqu'un approche, Alex se précipite vers l'escalier de secours, écoute. Une lumière bleue s'active au fond du couloir. Quelqu'un est là, ou peut-être quelque chose, un système de sécurité autonome, une caméra mobile. Ils n'attendent pas. Le téléchargement atteint 82%. Pierre hurle « Je n'arrête pas maintenant !» Chloé le supplie. Finalement, il arrache le disque et tous trois s'élancent hors du bâtiment, poursuivis par un drone équipé de capteurs thermiques. Dans leur fuite, Alex chute sur un tas de gravats. Chloé l'aide à se relever. Le drone s'approche. Pierre sort une bombe aérosol de peinture noire et la pulvérise dans les capteurs. L'engin s'écrase au sol dans un bruit sourd. Haletant, il regagne la voiture et s'éloigne à toute vitesse. De retour au MAS, à l'aube, le trio découvre ce que le disque contient. Des dossiers médicaux piratés, des rapports sur des patients, des plans de surveillance, mais surtout un fichier nommé Hydra 07, protocole 7. Le contenu glace le sang de Chloé. Une liste de noms, dont celui de Judith, associé à des numéros de priorisation. En tête de liste, un autre nom apparaît,
Milo Vérone. Pierre semble pétrifié. Ce nom, il le connaît. Milo était un ancien étudiant brillant, obsédé par la génétique prédictive, qui avait disparu mystérieusement après une thèse controversée. Il croyait ses idées mortes avec lui. Apparemment, elles ont survécu et évolué. En parallèle, un homme au regard perçant reçoit une alerte sur son ordinateur. Infiltration détectée, 7. Il regarde une photo capturée par la caméra du drone avant son extinction. Il zoome, il reconnaît Pierre, il sourit. « Tu veux jouer, professeur Dalvin ? On va jouer. » Au commissariat, Aurore reçoit des informations floues sur une effraction non signalée dans un bâtiment privé. Elle pense immédiatement à Alex. Il a ce don pour se mettre dans des situations improbables. Mais cette fois, cela semble plus grave. Elle se rend discrètement au Mouse Traycall. Chloé l'intercepte, hésite, puis lui montre les images du serveur, la base de données. Aurore comprend, la menace est systémique, et le temps leur est compté. La dernière ligne du fichier les hante, activation prévue, le 1er août 2025, 20h, soit dans exactement 24 heures. Le vendredi 1er août 2025 commence avec un sentiment d'urgence étouffant. Depuis leur effraction dans les locaux de l'ex-startup Biogenis, Chloé, Pierre et Alex ne dorment plus. Les données récupérées sont alarmantes. Le nom de Judith apparaît trop souvent, trop ciblé, trop précis. Et ce nom, Milo Vérone. Il plane désormais comme une menace insidieuse sur toutes leurs pensées. Pierre, dans son bureau improvisé, tente de décrypter les schémas de l'opération Hydra 07. Il découvre un plan de déclenchement automatique d'un virus informatique destiné à publier des dossiers médicaux confidentiels sur le dark web. À l'échelle de la France. Pire encore, le virus est conçu pour s'activer précisément à 20h ce soir. En cas de tentative de blocage, il détruira les originaux, y compris les preuves permettant d'identifier les coupables. Une double peine. Pendant ce temps, Judith, toujours en observation à l'hôpital, fait un malaise. Rien de grave selon William, mais elle dit avoir senti une présence dans sa chambre, comme une odeur de dissolvant, de térébenthine, quelque chose de chimique. Elle parle d'un rêve étrange, d'un homme qui murmure son nom. Marianne, restée près d'elle toute la nuit, blêmit. William, en coordination avec Aurore, décide qu'il faut extraire Judith de l'hôpital. L'établissement, visiblement infiltré, n'est plus sûr. Un transfert discret vers une maison de repos privée à l'extérieur de Sète est organisé. Mais au moment du départ, le système informatique de l'hôpital plante mystérieusement. Les ascenseurs se bloquent. Les serrures électroniques se désactivent. Ils sont pris au piège. C'est alors que Pierre fait une proposition risquée. Utiliser un vieux tunnel technique oublié, relié aux caves de l'hôpital. Un passage datant de l'époque où les bâtiments servaient de bunker pendant la guerre. Personne ne l'a emprunté depuis des décennies. Ils n'ont pas le choix. Aurore valide la décision. Le plan est lancé. Dans la pénombre, entre les murs humides du tunnel, ils avancent lentement, Judith allongée sur un brancard de fortune. William pousse, Chloé éclaire avec une lampe torche, Aurore ferme la marche. Ils entendent des bruits au-dessus d'eux, des pas, des voix, peut-être même des drones. Le plan B n'était pas une option. C'était leur unique espoir. À l'extérieur, Fred, alerté par Victoire, rejoint Ludo. Ils savent que la source du virus pourrait être dans un petit serveur isolé, caché dans une villa appartenant à une société écran. Median Invest, récemment racheté par Kevin Offer. Fred, grâce à ses connexions dans le milieu hospitalier international, obtient une adresse IP dynamique menant à une maison près de la frontière espagnole. Il s'y rend avec Ludo. Sur place, ils découvrent une infrastructure minimaliste. Une maison vide, mais dans la cave, un serveur actif protégé par un scanner d'iris. Fred, après avoir fouillé les archives de ses missions passées, se souvient d'un détail. Milo Vérone s'était implanté une fausse cornée optique contenant un code d'accès universel. Un prototype abandonné, mais que Fred avait filmé, par hasard, des années plus tôt. Il utilise une capture 4K de l'œil de Milo sur son smartphone. Le système hésite, puis accepte. Le serveur est accessible. Fred et Ludo extraient en urgence la base de données et découvrent le cœur du système Hydra 07. Le compte à rebours est lancé. 4 heures restantes. Une clé de décryptage est requise. Un fichier vidéo codé, nommé Judith Key. Ils le transfèrent à Pierre par messagerie cryptée. L'ensemble est transféré sur un SSD physique. Fred part en courant avec le disque en main. Pendant ce temps, au commissariat, Aurore découvre que l'auteur de l'infiltration pourrait être Kevin Offer lui-même, mais qu'il n'a pas agi seul. Des traces d'un second acteur apparaissent, pseudonyme Lex S, inconnu au bataillon. Un allié ou un traître, Judith est enfin transférée en sécurité. Dans la maison de repos, elle commence à avoir des flashs. Des souvenirs d'un nom, d'une voix, Milo. Ce prénom l'obsède. Elle fouille dans ses souvenirs de lycée, d'université, de stage. Et soudain, elle se souvient. Milo Vérone. Un jeune chercheur étrange qu'elle avait croisé lors d'une conférence sur la médecine génétique. Il avait été fasciné par son profil génétique unique. Il l'avait suivi, contacté plusieurs fois. Elle l'avait bloqué. Il avait disparu. Jusqu'à maintenant.
À 18h30, le SSD contenant la clé d'arrêt du virus est livré à Pierre. Mais le fichier vidéo est corrompu, impossible à lire. C'est alors que Victoire intervient. Elle découvre, en observant le fichier, qu'il est codé en palindrome génétique, une signature que seul Milo pouvait laisser. Elle demande à Judith « Tu as gardé quelque chose de lui ?» Judith réfléchit, puis ouvre son journal intime, resté intact depuis ses 17 ans. Une vieille lettre signée « Monsieur » avec une formule étrange en post-scriptum. Victoire la scanne, l'algorithme reconnaît le motif. C'est le mot de passe. Le fichier s'ouvre. À l'intérieur, une vidéo de Milo, les yeux fous, expliquant que seule Judith peut empêcher Hydra 07 d'exploser. La clé est de biométrique, liée à sa voix. Judith, tremblante, enregistre un message dicté. « J'accepte la réinitialisation du système ». Le signal est envoyé, l'écran s'assombrit. Minuit approche. À Paris, dans une pièce sombre, un individu observe le signal s'éteindre. Il serre les dents. « Elle a réussi », murmure-t-il. Puis il est dans un souffle, mais je ne fais que commencer. À 6000 km de là, dans un quartier résidentiel calme de Montréal, Manon pose sa tasse de café encore fumante, le regard figé sur l'écran de sa tablette. La nouvelle est tombée comme une claque. Judith a failli être victime d'un sabotage numérique ciblé et leur entourage vit dans une tension extrême. La photo reçue d'Aurore dans la nuit, une capture d'écran brouillée d'un message signé Hydra 07, lui glace le sang. Elle se lève d'un bond. Nordine la suit du regard. « Je rentre » lâche-t-elle d'une voix sèche. Ce n'est plus un doute. Judith est en danger et je dois être là. Nordine, qui connaît ce regard déterminé, ne tente même pas de la raisonner tout de suite. Il s'approche doucement. « Je comprends. Mais réfléchis. Tu es en période d'essai ici, tu t'es battu pour ce poste, et partir maintenant sans autorisation, ça veut dire tout perdre. » Elle ne répond pas. Elle sait déjà qu'elle est prête à tout perdre. L'amour, pour eux, a toujours été un mélange d'élan et de sacrifice. Depuis leur début, entre uniformes et missions risquées, ils ont appris à se soutenir. Mais aujourd'hui, c'est un choix de vie qui se présente. Manon refuse de vivre à distance quand sa famille s'écroule. Nordine, lui, voit aussi au-delà. Il devine que cette crise n'est qu'un début, que les ramifications de l'affaire Hydra 07 touchent de bien plus qu'un simple hôpital ou une ville française. Alors, il prend une décision. Il contacte discrètement un ancien collègue du réseau de la cyberpolice internationale et lui demande un service risqué. Identifier les connexions suspectes partant de Montréal vers 7 ces dernières 48 heures. Une adresse IP ressort, celle d'un hacker dormant connu sous le pseudonyme Black Visor, localisé dans leur propre quartier. Pendant que Manon réserve fébrilement 2 billets d'avion de dernière minute, Nordine, lui, décide de faire un détour. Il repère l'immeuble où réside Black Visor. 4e étage, volet clos. Il monte les escaliers sans bruit, téléphone prêt à déclencher une alerte à distance s'il est repéré. Il frappe, une voix jeune répond « C'est pourquoi ?» Nordine se présente comme un coursier. La porte s'ouvre sur un garçon d'à peine 20 ans, visiblement nerveux. En quelques secondes, Nordine le plaque contre le mur. « Je sais ce que tu fais. Tu bosses pour qui ?» Le jeune homme tremble. « J'ai rien fait, je fais juste des tests de vulnérabilité pour une société en ligne. On me paye avec des cryptos? J'ai jamais vu les visages. » Nordine insiste. « Hydra 07, ça te dit quelque chose ?» Silence. Puis le jeune homme glisse un nom. Lex_S. C'est lui qui m'a recruté. Je croyais que c'était une simulation. Un jeu. Nordine lui confisque l'ordinateur, copie les fichiers récents et repart sans se retourner. À la maison, Manon l'attend, prête à partir. Quand il lui raconte tout, elle pâlit. Lex_S. Encore un nom qui flotte dans l'ombre, un nom qui semble apparaître toujours un pas derrière eux. Le vol pour Paris est direct, mais sous haute tension. Dans l'avion, Manon relit les messages de ses parents, les mises à jour de Chloé, les rapports envoyés par Aurore. Elle serre la main de Nordine, plus fort à chaque nouvelle ligne. Elle a peur pour Judith, pour elle-même. Mais elle est aussi furieuse. Comment tout a-t-il pu dégénérer à ce point? Qui leur en veut au point de frapper dans leur intimité la plus sacrée? Au-dessus de l'Atlantique, les turbulences commencent. Des secousses brèves mais violentes agitent l'appareil. Une alerte de sécurité est lancée. Un passager en classe affaires vient de se faire intercepter avec un téléphone contenant un code source suspect. Le personnel de bord est en alerte. L'homme porte une casquette sombre, un pull à capuche et des écouteurs vissés sur les oreilles. Quand il est emmené à l'arrière, Manon croise son regard, glacial. Il lui sourit, un sourire sans chaleur qui la fige. Elle chuchote à Nordine « Cet homme, je l'ai déjà vu. » Il demande où. Elle répond lentement « Il y a 3 ans, pendant une formation à Montpellier. Il se faisait appeler Lucien. Il travaillait dans la sécurité informatique. Il m'avait proposé un poste. J'ai refusé. À l'atterrissage, l'homme est confié aux autorités françaises. Mais Nordine est sceptique. Trop facile, trop parfait, comme une diversion. Une pièce de plus dans le puzzle. À Roissy, ils sont accueillis par Aurore en personne. Les retrouvailles sont brèves, intenses, presque silencieuses. Les larmes coulent vite, les mots restent coincés.
Sur la route vers Sète, Manon comprend une chose essentielle. Ce qui se joue dépasse sa famille. Elle est désormais au cœur d'une guerre cybernétique où l'ennemi frappe par les données, les souvenirs, les émotions. Et elle sent au fond d'elle que ce n'est pas terminé. Plus tard, dans la nuit, elle regarde par la fenêtre de la maison familiale, tout semble si calme, elle entend la respiration régulière de Nordine derrière elle, endormie de fatigue et de stress. Elle, en revanche, ne dort pas. Un frisson la parcourt. Sur son téléphone, un nouveau message vient d'arriver, sans expéditeur identifiable. « Tu es revenu ? On t'attendait ». Le samedi 2 août 2025 s'ouvre sous un ciel gris, presque dramatique, comme si l'atmosphère elle-même retenait son souffle. À la maison de repos, où elle est désormais installée, Judith se réveille en sursaut, le visage en sueur. Un rêve ? Non, un souvenir. Furtif, mais intenso. Elle voit un visage flou, une voix murmurée à l'oreille, un prénom, Milo, encore lui. Depuis quelques heures, ce nom la hante. Ce n'est plus une simple intuition, c'est une certitude. Elle l'a connu il y a longtemps. Il n'était pas une menace à l'époque. Il semblait différent, brillant, instable, dévoré par des théories sur la génétique comportementale et les manipulations cérébrales. Il s'était de croiser à une conférence universitaire à Toulouse. Elle l'avait impressionné par la rareté de son profil génétique. Il avait insisté pour garder le contact. Elle avait refusé. Il avait disparu. Elle ouvre son ancien journal, conservé dans un carton depuis ses années d'étudiante. Une page attire son regard. Une lettre manuscrite, non signée, mais au bas de laquelle figurent les initiales MV. Elle la relit. Un délire scientifique, des formules codées, une citation latine étrange, Memoria et Arma. La mémoire est une arme. Le mot semble aujourd'hui prophétique. Pendant ce temps, Victoire, qui a reçu une copie de la lettre par photo, l'analyse. En la comparant au fichier de décryptage trouvé dans le SSD de Milo, elle comprend que tout repose sur un système de reconnaissance syntaxique basé sur les palindromes génétiques, une méthode de cryptage connue de très rares chercheurs. Milo l'a inventée, Victoire la reconnaît. Judith est la clé, pas seulement la cible, la clé. De son côté, Soraya est rongée par un autre poison, la jalousie. Depuis les retrouvailles de Victoire et Fred, elle sent un vent de compétition émotionnelle. Elle n'ose pas en parler, alors elle agit, elle fouille. Dans l'ordinateur de Victoire, elle trouve des documents sur Fred, des échanges, des rapports confidentiels. Elle se sent trahie, mais ce qu'elle découvre va au-delà de la jalousie. Fred semble collaborer sans le dire avec une cellule privée de renseignements sur les cybermenaces, mais cette cellule serait financée par Median Invest, la société écran utilisée par Ofer. Elle affronte Victoire. « Tu travailles avec eux ?» Victoire nie, abasourdie. Elle découvre l'info à l'instant. Elle confronte Fred qui avoue « C'est vrai, je devais infiltrer le réseau de l'intérieur. Tu ne comprends pas. On joue avec des gens prêts à tout. J'ai pris des risques, mais jamais contre vous. » Soraya n'écoute plus. Elle part. Au même moment, Bruno, personnage secondaire depuis quelque temps, revient au premier plan. Ami de Sylvain Moreno, il apprend que ce dernier était menacé par une plainte déposée de manière anonyme. Fraude fiscale, complicité dans un transfert illégal de données. Bruno comprend rapidement que tout cela n'est qu'une diversion orchestrée par Hydra 07 pour désorienter le groupe. Il prend une décision radicale. Alors que Sylvain est convoqué au commissariat, Bruno s'y présente avant lui, se déclare coupable, avoue avoir agi seul, affirme que Sylvain n'était pas au courant. Aurore ne le croit pas. Elle voit dans ses yeux la détermination de quelqu'un qui protège. Elle n'a pas de preuves, alors elle le garde à vue. En sortant, Sylvain comprend ce que son ami a fait. Il le rejoint dans la cellule, pose la main sur la sienne. « Je ne te laisserai pas payer pour moi ». Dans un tout autre registre, au Massostréicole, Pierre continue de travailler sans relâche. Il a désormais identifié l'ex_S. Il s'agit d'un avatar utilisé sur des forums scientifiques de masse depuis plusieurs années. Mais une piste visuelle lui donne un indice. Une vidéo floue montre un homme marchant sur les quais de Sète, qui ressemble étrangement à Gabriel, le frère de Chloé, disparu depuis 10 ans. Est-ce possible? Est-ce lui? Un génie incompris parti à l'autre bout du monde que la famille pensait mort ou interné, et s'il était l'ex_S? Et s'il était revenu, non pas pour détruire, mais pour protéger à sa manière? L'hypothèse paraît folle, mais dans ce chaos ambiant, tout devient plausible. Pendant ce temps, à la maison des Delcourt, Manon fouille le téléphone de l'homme interpellé dans l'avion. Elle y découvre un message étrange, reçu quelques minutes avant l'embarquement. Phase 1 terminée, phase 2, activer le déclencheur, priorité, cible J. Elle comprend que Hydra 07 n'est pas désactivé, il a simplement changé de visage. Un clone du virus, plus puissant, est en sommeil. Et le mot cible J ne laisse aucun doute. Judith est toujours en ligne de mire. Alors que l'horloge approche de minuit, la tension monte. Victoire, Pierre et Chloé sont réunis dans la maison. Ils tentent de synchroniser les données, mais l'alerte tombe. Un signal inconnu vient de pénétrer le réseau de la maison Delcourt. Les écrans s'allument. Un visage apparaît, numérisé,
artificielle. La voix est déformée, mais le message est clair. On ne tue pas les souvenirs, on les utilise. Dimanche 3 août 2025. Toute la ville de Sète se prépare à un événement symbolique. La diffusion du 2000e épisode de Demain nous appartient. Sur la plage, un barnum blanc a été monté par la mairie pour une soirée spéciale organisée en l'honneur de la série, devenue en 8 ans un monument culturel local. Les familles Amdelcourt, Moreno, Beaulieu et Lazari sont invités à se réunir pour célébrer. Mais derrière les sourires affichés, les regards sont lourds d'angoisse. Le compte à rebours est lancé. Une seconde activation du virus Hydra 07 serait imminente. À 18h, tandis que les préparatifs battent leur plein et que les techniciens installant les écrans géants pour la retransmission, Aurore reçoit un appel anonyme. Une voix trafiquée l'avertit « Le spectacle de ce soir ne sera pas celui que vous attendez. Comptez les secondes. » Elle raccroche, blême. Elle sait que ce n'est pas une menace en l'air. À 19h, les familles arrivent une à une sur la plage. Judith, toujours sous protection, est discrètement escortée. Nordine et Manon ne la lâchent pas d'une semelle. Chloé tente de garder son calme pour ses enfants. Mais elle sent la tempête approcher. Fred est là, tendu, et Ludo garde un œil sur Elsa, dont les liens avec Median Invest restent de troubles. Personne n'est détendu. Même les rires sonnent faux. À 19h42, alors que Pierre règle les derniers détails de sécurité sur son ordinateur portable installé dans la tente technique, un signal parasite perturbe le système de retransmission. L'écran géant devient noir. Puis, lentement, un code QR rouge sang apparaît au centre, accompagné d'un son strident, presque douloureux. Sur les téléphones des spectateurs, une notification surgit. « Félicitations, vous êtes le 2 millième témoin. » Panique. Les gens se lèvent. Le maire tente de calmer la foule. Aurore, en uniforme, demande l'évacuation immédiate. Mais il est trop tard. Au moment où une trentaine de téléphones scannent le QR code, par simple réflexe, par curiosité ou par jeu, le système de diffusion publique se verrouille. Sur l'écran, une vidéo démarre. Une voix mécanique annonce « Phase finale. Exposition complète dans 3 minutes. Dossiers, médicaux, fiscaux, personnels, cibles, 7. » Dans l'ombre, Pierre hurle. Il faut désactiver le réseau local, couper le relais satellite, mais les systèmes sont déjà infectés. Le fichier maître est hébergé sur un serveur externe distribué dans un cloud ultra résistant. Le seul moyen d'arrêter le processus, injecter une clé biométrique et vocale couplée à un mot de passe unique. Judith, sous le choc, comprend que cette clé, c'est elle. Elle se tourne vers Chloé. « Maman, c'est le moment. Le message que Milo m'a laissé dans cette lettre, la formule, toute, je dois le dire. » Pierre connecte en hâte le module vocal au système. Judith prend une profonde inspiration, les yeux embués, et dit, d'une voix claire, « Mémoire est arme. Judith Delcourt, clé vocale, annulation. » L'écran vibre. Le QR code disparaît. Le chrono, stoppé net à 0007. Un souffle de soulagement traverse la foule. Certains applaudissent sans même savoir pourquoi. D'autres s'écroulent sur le sable, épuisés par la tension. Mais ce n'est pas fini. Un second message apparaît, discret, en bas de l'écran, presque invisible. Transfert vers serveur auxiliaire, réussi. Protocole LexS, en veille. Activation aléatoire future. Merci de votre participation. Pierre serre les dents. Il a prévu une sortie. Une porte dérobée, ce n'était qu'un test grandeur nature. Aurore s'approche. Et la prochaine cible ? Il répond sans hésiter. Ce ne sera plus Judith. Ce sera quelqu'un d'autre. N'importe qui. N'importe où. Pendant ce temps, dans un hangar désert à Barcelone, un homme en manteau sombre regarde l'écran d'un vieux PC. Il boit lentement un café froid. Une photo de Judith s'affiche. Puis une autre, celle de Manon. Il sourit. Phase 3, bientôt. Sur la plage, la soirée reprend comme si rien ne s'était passé. Les enfants courent, les musiciens jouent, les Delcourt trinquent, les Moreno rient. Mais chacun, au fond, sait que le monde a changé. Plus rien ne sera jamais tout à fait comme avant. Demain nous appartient ne signe pas seulement un tournant narratif, mais un véritable manifeste d'ambition. Ce qui aurait pu être une simple célébration nostalgique se transforme en thriller cybernétique haletant, où les liens familiaux, les failles humaines et la puissance du numérique s'entrelacent dans une mécanique quasi paranoïaque. Loin des drames domestiques classiques, la série s'offre ici une plongée dans une forme de dystopie du quotidien où le danger ne vient plus seulement des trahisons amoureuses ou des secrets enfouis, mais d'un ennemi invisible, algorithmique, insaisissable. En tissant l'intrigue autour de Hydra 07, Demain nous appartient explore brillamment les thématiques de la mémoire comme arme, de la donnée personnelle comme menace et de la famille comme unique rempart contre la désintégration du réel. Judith n'est plus seulement une victime. Elle devient une héroïne tragique, clé de voûte d'un complot qui la dépasse. Manon et Nordine, eux, incarnent une nouvelle génération prête à sacrifier sécurité et avenir pour préserver ce qui leur est le plus cher.
L'écriture se fait ici plus mature, plus sombre, flirtant avec les codes du techno-thriller sans jamais perdre l'ADN émotionnel de la série. Les larmes sincères d'Aurore, les silences habités de William, les éclats de courage de Chloé. La série parvient à conjuguer suspense, intelligence et humanité, dans un équilibre rare pour un feuilleton quotidien. Mais au-delà de la réussite narrative, ce chapitre souligne une évidence troublante. Le monde dans lequel évoluent les personnages ressemble de plus en plus au nôtre. Surveillance, manipulation, exposition involontaire de l'intime. La fiction n'est plus un miroir déformant, elle devient une loupe. Et si Hydra 07 n'était qu'un nom parmi d'autres? Et si demain le protocole Lex-S nous concernait tous? En refermant cette semaine de tension, de révélation et de vertige, une certitude demeure. Demain nous appartient n'a jamais aussi bien porté son nom. Car ce demain, désormais, est aussi effrayant qu'irrésistible. Et il nous appartient, à nous spectateurs, d'en affronter les reflets. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre fidélité et votre présence comptent énormément pour nous. Si vous avez apprécié ce contenu, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, résumés et révélations exclusives. N'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous pour partager vos impressions, vos théories ou vos moments préférés. Nous lisons tous vos messages avec attention. Et surtout, restez connectés. De nouvelles vidéos passionnantes arrivent très bientôt. À ne manquer sous aucun prétexte. Activez la cloche pour être averti dès leur publication. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur la chaîne.